Je voyais ce qu'il faisait. J'apprenais tous ses gestes. Vous opérez avec moi. C'est 2 mains et 2 têtes. Le mentor va vous apprendre non seulement à opérer, mais l'attitude vis-à-vis du malade. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, je vous propose une masterclass. Aujourd'hui, je reçois une légende du monde de la transplantation, un esprit en perpétuel bouillonnement, le professeur Henri Bismuth. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Dimanche, nous commémorons la journée du don d'organes, donc c'est bien de vous inviter à cette occasion. Vous êtes précurseur et expert international reconnu dans le domaine hépato-biliaire. Vous êtes dans les années 70 l'un des rares chirurgiens dans le monde et parmi les premiers en France à lancer un programme de transplantation hépatique. À noter que vous l'avez fait avant d'avoir greffé un rein, alors que beaucoup à l'époque de greffeurs de foie avaient déjà greffé des reins. C'est exact. Vous êtes aujourd'hui donc un expert international, reconnu. En 1993, vous créez le centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous racontez dans un livre que vous publiez l'aventure de la création de ce centre, et tout au long de votre carrière, vous avez contribué à créer et à développer de nouvelles techniques de transplantation du foie, avec notamment la technique du foie partagé, dont vous parlez dans votre livre, et la technique d'un foie pour deux. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, technique d'un foie pour deux, ça vous va ? Très bien, très bien. Et cette histoire, vous la racontez dans un livre que vous publiez, qui s'appelle « Chirurgien du foie, une vie d'aventure et de passion » aux éditions Caradine. Vous apprenez une fois en France la signification de votre nom, Bismuth. Oui. Quand j'étais étudiant, en première année de médecine, dans le grand amphithéâtre où les stagiaires étaient réunis, on fait l'appel, on dit Bismuth, et tout le monde se met à rire. Et je découvre que Bismuth est un nom de médicament, et que les gens trouvaient très curieux qu'un des leurs, d'un jeune stagiaire, porte le nom d'un médicament. C'est comme si on l'avait appelé pénicilline ou aspirine, quelqu'un, voilà. Vous auriez dû faire pharmacie. C'était plus adapté. Écoutez, alors, durant mes études de médecine, j'ai passé mes épreuves de pharmacie. Et le pharmacien s'appelait Bobo. Non. Comment il s'appelait le pharmacien ? Il faut couper. Il avait un aptonyme. Il avait un nom de pharmacien, j'imagine. Non. Hazard. Il s'appelait Hazard. Professeur Hazard. Et il m'a dit, tiens, parlez-moi du bismuth. Et je lui ai dit, vous posez cette question par hasard ? Il ne m'a pas collé, heureusement. Et vous retrouverez cette maladie que le bismuth soignait à l'épreuve de médecine de votre concours d'internat. Le bismuth, ça soignait... Alors, ça soignait... la syphilis. Exact. Ça soignait la syphilis, c'est exact. Mais ça donnait une encéphalopathie. C'est-à-dire des troubles psychiques. Et c'est pour ça qu'on a retiré le bismuth de la pharmacie, et mes internes, pour se moquer de moi, disaient qu'ils avaient une encéphalopathie bismuthique. Est-ce que vous avez un biscuit dans votre poche aujourd'hui ? Non. Il faut toujours avoir un biscuit dans sa poche. J'en ai 2. Montrez-moi. Qui c'est qui vous a transmis cette punchline ? Il faut toujours avoir un biscuit dans la poche. Vous ne vous souvenez pas ? Si, je sais très bien. C'est un général de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est pas le général Bugeaud qui disait il faut toujours avoir un biscuit dans sa poche. C'est ce que je disais à mes internes quand on opérait. Je disais, quand vous opérez, n'avez pas un point où vous êtes bloqué. Je disais, il faut toujours avoir un biscuit dans la poche, et je dis même, mieux d'en avoir 2. Voilà. Alors, c'est vrai, il ne faut pas se mettre dans une situation où on ne peut plus s'en sortir. C'est pas possible. Enfin, ceci dit, Bugeaud comme référence, je préfère éviter. Bon, écoutez, je crois, c'est peut-être pas lui. C'est non. Peut-être pas lui. Voilà, je me rattrape, c'est pas lui. Le père des enfumades, Bugeaud. Le respect d'autrui, c'est l'amour du métier. Oui. Ça, c'est votre mantra. Oui, tout à fait. Je pense que le respect du métier, c'est le respect de l'autre.
c'est par exemple pour un médecin dire, écoutez, vous avez une maladie que je ne peux pas soigner. Je vais vous confier à quelqu'un d'autre que je connais, qui est plus expert que moi pour vous soigner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il vient vous demander de le soigner et vous dites, eh bien, pour vous soigner, je vais vous confier à celui qui va vous soigner. Voilà, ça s'appelle le respect de l'autre. Alors c'est étrange parce que c'est un médecin, c'est Hippocrate, le premier médecin qui a écrit cette phrase, exactement ça. L'amour du métier, c'est l'amour d'autrui. Et ça s'applique en fait à tous les métiers. Vous pouvez demander à un menuisier, à un réparateur de voiture, la même chose. Au lieu de vous dire, écoutez, votre moteur est mort, je change le moteur, il va dire, en fait, c'est quelque chose à l'intérieur, le carburateur, je ne sais pas le réparer. Voilà. Donc on va peut-être demander un avis d'un autre. Un garagiste ne vous demandera pas ça, évidemment. Mais pour moi, c'est ça, le respect d'autrui. Et c'est surtout valable pour nous, un chirurgien. Écoutez, vous venez en face de moi, vous me dites, écoutez, j'ai une maladie qu'il faut opérer. Pouvez-vous m'opérer? Et je dis oui. Ça comprend quoi? Ça signifie que vous allez vous confier à quelqu'un qui va vous opérer, donc mettre en jeu votre vie. Deuxièmement, on va être endormi, attaché sur la table, complètement livré à quelqu'un pour votre vie. Vous ne croyez pas quand même, c'est un signe de confiance extraordinaire. Et je dis, ce signe de confiance m'a toujours guidé dans ma vie. C'est une sorte de... Il y avait un échange. Il me faisait une sorte de don et je devais en échange m'en occuper le plus possible. Vous savez, je compare... Oui, mais c'est parce que vous aviez aussi vu d'autres chirurgiens opérer des personnes alors que peut-être ils n'en avaient pas la compétence. Je ne les ai pas vus, mais vous saviez que ça se pratiquait. Je recevais les patients après, malheureusement, des patients qui avaient été ratés, et je savais très bien pourquoi ils avaient été ratés. Parce qu'ils avaient été opérés par des chirurgiens qui ne savaient pas très bien ce qu'ils devaient faire. Bon, voilà, c'est tout. Alors, j'ai comparé le métier de chirurgien à celui de pilote d'avion. Quelquefois, on fait cette comparaison. Le pilote d'avion qui a la responsabilité, pas d'une personne, mais de tout le contenu, tous les passagers de l'avion. Mais il y a une différence, c'est que si le pilote crache son avion, il meurt aussi. Un chirurgien ne meurt pas durant une opération. Mais sa responsabilité se manifeste d'une autre façon. Il est tellement quelquefois angoissé par son jeu que deux fois j'ai vu des chirurgiens, jeunes ou pas jeunes, transpirer lors d'une opération devant une situation difficile. Ça signifie qu'ils étaient dans l'angoisse de réussir ce qu'ils faisaient. C'est rare de voir quelqu'un transpirer. Vous avez vu, vous, même un bijoutier transpirer quand il taille un diamant, ou un boucher transpirer quand il coupe une côtelette. Et pourtant, des chirurgiens transpirent en salle d'opération quelquefois quand ils sont devant une situation difficile. C'est une façon de, je dirais, transpirer leur responsabilité. Vous en avez déjà parlé avec des chirurgiens de ça, ou c'est des choses dont on ne parle jamais? On ne parle pas parce que c'est évident. On le sait, on le voit. Les penseurs de salle d'opération savent très bien, un chirurgien transpire, il vient nous mettre un bandeau sur la tête. Vous vouliez être un artiste, vous auriez pu être agent des PTT, c'est ce que désirait votre père, hein. Vous êtes devenu chirurgien, et pourtant la chirurgie, dites-vous, c'est de l'art. D'ailleurs, chirurgien, ça vient du grec, et ça veut dire? Ça veut dire art de la main. Kyros, c'est la main, comme chiromancie, voilà. Et Kyros, et J, c'est l'art de la main. C'est le seul métier manuel dans lequel le mot main existe. Alors dans vos mémoires, vous avez cherché ce qui, dans votre prime enfance, avait pu être déterminant dans ce qui serait votre vie plus tard, et vous n'y avez rien trouvé. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un enfant de la balle, hein, donc vos parents n'étaient pas dans le milieu médical. Pas du tout. Ils n'étaient pas suffisamment riches pour que vous soyez pharmacien. C'est exact. Hein, donc la seule possibilité qui s'offrait à vous, c'était de faire médecine. Écoutez, dans le milieu vous avez grandi à Tunis, paternel, à Tunis, c'est ça, les mères, on parle toujours des mères. Donc les mères
pour les mères, le rêve était que leur fils devienne médecin. Voilà, devienne médecin parce que le médecin était le notable de la famille, le seul qu'on fréquentait, le seul qui rentrait dans notre foyer, c'était le notable. Voilà, donc quelquefois c'est le seul qui avait une voiture. Donc quel était l'avenir le plus brillant pour leur fils? C'était d'être médecin. Ouais. Alors, médecin, pharmacien ou dentiste, bon, c'était à peu près la même chose. Sauf que pharmacien, il fallait une mise de fonds. Dentiste aussi, il fallait quand même qu'il ait son cabinet dentaire. Médecin, c'était plus simple. C'était quoi? Un stéthoscope et une petite trousse. Peut-être pas plus. Donc, c'était le seul investissement. J'ai dit d'ailleurs que c'était moins que le violon. Du violoniste, voilà, un stéthoscope, c'est moins qu'un violon. Alors cette phrase de votre mère qui revient, qui vous dit à 3 ans, tu n'as pas peur du sang, tu seras chirurgien mon fils, peut-être ça qui a guidé votre vocation. Oui. C'est exact. Ça c'est une histoire. Alors je ne sais pas si c'est un souvenir ou si c'est un souvenir ou si c'est de l'histoire reconstituée. Mais l'histoire est sans doute vraie. En tout cas, je la vois. Je vois le mouton fonçant sur le petit enfant, le renversant, une petite écorchure au genou, un peu de sang, l'enfant pleure, enfin, c'est moi, et son père le ramène à la maison, et quand il raconte à la mère, voilà, il a saigné, il n'a pas pleuré, elle dit, ah, tu n'as pas peur du sang, mon fils, tu seras chirurgien. Voilà. Alors cette phrase, alors, souvenir ou pas souvenir, on me l'a répété tellement de fois que, voilà, ma carrière était tracée. Mais c'est vrai que je voulais être artiste. J'avais même le projet de dire je vais à Paris, puisque bon, j'allais à Paris à l'époque. De Tunis, on va à Paris pour faire des études de médecine. À Paris plus que Marseille, je ne sais pas pourquoi. Passé comme ça, on allait à Paris et j'ai dit je dériverai à Paris en cachette de mes parents, j'irai m'inscrire à l'école des Beaux-Arts. Sauf que j'arrive à la maison de Tunisie et le jour même, on me dit ah là là, il ne faut pas t'inscrire en faculté. Avant, il faut prendre des cours d'externat. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors on me dit, mais c'est très important, c'est pour les concours, etc. Donc, à peine débarqué, je commence des études en médecine, avant même de m'inscrire à la faculté de médecine, et je commence à apprendre par cœur des maladies que j'ignore totalement. Donc j'apprends des signes par cœur. C'était ça le concours de l'externat. C'était de la pure mémoire, mémorisée. Du gavage d'étudiants. Mais non, c'était décrivez les signes de. Alors on décrivait les signes de. Énumérer les insertions de tel muscle. Alors on énumérait. C'était le concours. Voilà, c'était tout. Alors beaucoup de concours sont des concours de mémorisation, vous savez. C'est pas le meilleur mode de sélectionner les candidats. Enfin. Voilà, vous avez choisi médecine par défaut, finalement. Oui, c'est exact, voilà, par défaut. Avec le professeur Henri Bismuth, qui est notre invité aujourd'hui, légende du monde de la transplantation, qui publie un livre de mémoire, Chirurgien du foie, une vie d'aventure et de passion, aux éditions Caradine. Et souhaitons la bienvenue à cette nouvelle maison d'édition, voulue, soutenue par Laura Zuili. Et vous êtes son premier auteur, en fait, mais prestigieux. Alors, le titre du livre, j'ai réfléchi après. Je crois que si je pouvais changer le titre, je dirais plutôt un chirurgien. Parce que ce dont je parle, c'est plus du métier de chirurgien, adapté à ma spécialité, la chirurgie du foie, mais c'est plutôt un chirurgien. Ça, j'aurais préféré même ce titre-là. Et un chirurgien, c'est quand même un très beau métier. Mais pour le poche, vous changerez. Oui. Non, c'est un très beau métier, mais c'est un métier difficile. Hein. C'est un métier difficile, mais très beau. Très beau, avec beaucoup de compensation, beaucoup de plaisir. La vraie question, c'est de savoir comment vous êtes devenu chirurgien, et vous ne le savez pas vraiment vous-même, puisque vous avez glissé, vous êtes passé de la médecine à la chirurgie. Alors vous avez une vie, il faut expliquer, hein, vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, que vous passez en Tunisie. Vous racontez un événement qui est peut-être précurseur. Alors c'est vrai que quand on écrit ses mémoires, on se retourne vers le passé, mais oui. vous mettez un élément précurseur de ce qui sera ensuite votre méthode. C'est un jour où on vous envoie chercher du pain et vous perdez le ticket. Parce qu'il y avait des tickets de rationnement, il fallait avoir un ticket pour aller chercher du pain. Vous perdez le ticket et à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez de faire ?
Oui, écoutez, j'avais 7 ans, on m'envoyait chercher le pain. Alors, je voulais chercher le pain, je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'époque, c'était des grandes miches de pain que le boulanger coupait, mais quelquefois, c'était pas le bon poids. Alors, si c'était trop, il enlevait un petit morceau, ça, c'était pas intéressant, mais quelquefois, c'était moins, alors il rajoutait un petit morceau de pain. Et ce morceau de pain, je le mangeais. Parce qu'à la maison, personne ne savait quel était le poids que je ramenais. Donc j'avais un petit bénéfice de manger ce petit morceau de pain. Ouais. Voilà. Et alors, donc, j'avais donc les tickets de pain, et un jour, comme vous le dites, il y avait du vent et le ticket est parti. Catastrophe, comment faire pour le pain? Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait du vent, qu'il y avait une petite impasse à côté. J'ai donc pris un morceau de papier par terre, j'ai découpé un papier de la taille du ticket et je l'ai mis entre mes doigts et l'ai laissé partir. Le vent l'a engouffré dans l'impasse, j'ai couru derrière le papier et à un coin, il y avait un tourbillonnement et c'est là que j'ai trouvé mon ticket de pain. Voilà, c'était peut-être la première méthode que vous avez d'expérimentation qu'à la suite j'utiliserai dans mes recherches. Ouais. C'est ça, vous appelez ça une méthode d'expérimentation. Voilà, expérimentation, oui. Méthode expérimentale. Ça vous donne une idée du fonctionnement du cerveau de M. Bismuth? Peut-être. À cet âge, vous savez, je ne pensais pas au fonctionnement du cerveau. Non, mais déjà, ça se met en place. Peut-être, oui. Une question que vous vous posez, c'est de savoir qu'est-ce qu'on laisse à l'histoire. Et vous, dans votre livre, vous rendez hommage à vos mentors. Mais c'est vrai que les noms de la médecine, on ne les connaît pas tous. Finalement. Vous avez 2 mentors. Oui, alors écoutez, j'ai 2 mentors, je les reconnais comme étant des mentors. Mais vous savez, un mentor, c'est quelque chose de très important. C'est pas quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. C'est plus que ça. C'est celui dont vous voulez adopter l'attitude. Vous voulez adopter sa personnalité. Donc c'est plus que... C'est un chirurgien. Un mentor, c'est un chirurgien. Je l'appelle dans le livre monsieur. Voyez, oui, et en plus vous lui donnez pas, et en plus vous lui donnez pas de prénom, non. Ou très peu. On sait qu'il s'appelle Jacques. Oui. Mais vous donnez les prénoms de tout le monde et lui vous l'appelez une fois Jacques. Voilà. Mais c'était Monsieur Epp. C'était son nom, mais c'était un grand chirurgien. Et vous m'avez obligé à googler du coup. Ben pour savoir qui c'était. Oui. Monsieur Epp, ouais. Donc c'était un grand chirurgien qui m'a pris, je crois, en affection, parce qu'il m'a pris rapidement avec lui. Et par exemple, il opérait, je l'aidais. Il m'a jamais aidé à opérer. Mais je voyais ce qu'il faisait. Et donc, mon objectif était de me calquer sur lui. Donc j'apprenais tous ses gestes. Et même, je les devinais. J'essayais de deviner à la force. Je savais, je lui disais, voilà, il va faire ça maintenant. Et donc, lui s'en est aperçu. Et à un moment, il me disait... Henri, et maintenant, vous faites quoi? Et je lui disais, mais j'ai presque comme vous, parce qu'on était vraiment sur la même longueur. Et si jamais il faisait différemment, j'apprenais. Voilà. Et donc, je l'ai dit par la suite à mes élèves, qui me disaient, vous pouvez m'aider à vous opérer. Je dis non, c'est pas la peine, car vous opérez avec moi. C'est 2 mains et 2 têtes. Et c'est ça. Alors, le mentor, ça va plus loin. Le mentor va vous apprendre non seulement à opérer, mais à l'attitude vis-à-vis du malade. C'est très important. Vous savez, un chirurgien, c'est pas seulement un acte opératoire. C'est l'attitude vis-à-vis du malade, le choix de l'intervention qui doit être adapté, non pas à la maladie, mais au malade. C'est plus que ça. C'est pas la maladie, c'est le malade. Voilà, choisir pour lui. Et ensuite, le suivre. Et c'est très important. Par exemple, je disais, le temps opératoire ne compte pas. La durée opératoire ne compte pas. Et je disais, un chirurgien rapide n'est pas celui qui passe peu de temps à l'opération, mais celui dont les suites opératoires sont brèves. Lui, alors, Jacques Epp, c'était un maniaque de la goutte de sang. Exact. C'était un maniaque. Et j'ai appris ça. Écoutez, il frottait même le champ opératoire pour qu'il n'y ait pas une petite goutte qui apparaissait. Alors, évidemment, tous ces gestes, je les ai appris, je les ai enseignés à mes élèves, et donc, c'était, oui, un maniaque de la goutte de sang. Il fallait que l'opération soit vraiment parfaite. Et ça, c'est très important. Et comme je vous dis, plus de temps passe à l'opération, moins de temps
se passent pour le malade, des jours où il n'a pas de complications, Oui, moins de complications, donc les suites sont courtes. Il parlait peu en salle d'opération, c'est quelque chose que vous aussi, ça a été votre marque de fabrique aussi pendant votre carrière. Oui. On n'avait pas à me poser de questions, on n'avait qu'à voir et réfléchir, voilà, c'est tout. Et bon, mes assistants, c'est toujours comme ça. Alors, il y avait l'aide opératoire qui était le jeune interne, ou bien un salon ennuyé. Je le rentais tout de suite, mais aux interventions, il s'endormait. Quelquefois, il tombait même sur moi. Et bon, ça, ils étaient indifférents. Mais d'autres, quelquefois, étaient très intéressés, même arrivaient à me pousser pour voir. Alors là, je comprenais ça, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est un interne qu'il faut suivre. Donc, Jacques Hepp, un de vos mentors. Et puis, il y a un deuxième mentor, alors, qui était là avant, d'ailleurs. Oui, le deuxième, oui, c'est vrai. Il était avant. C'était un médecin, un chercheur. C'était Jean-Pierre Benamou, qui était un hépatologue extraordinaire, et qui, lui, m'a appris la recherche. Donc, le raisonnement de la recherche. Et j'ai fait ma thèse, qui était mon mémoire de médaille d'or à l'époque, c'était un concours, sur un sujet impossible, puisque j'avais choisi d'opérer sur le rat et de faire la chirurgie des petits vaisseaux du rat en inventant les techniques, parce qu'il fallait tout faire, et donc faire cette chirurgie sur le foie, qui était la première microchirurgie qui avait lieu pratiquement chez l'homme. C'est ce que vous dites. Chez l'homme, non. Enfin, oui. Chez l'animal. Ouais. Et ensuite, j'ai transposé à l'homme, par la suite, en opérant des petits-enfants. Mais ça, c'est après que c'est venu. Je ne m'attendais pas à ça. C'est après que c'est venu. Mais c'était donc une chirurgie difficile, pour laquelle j'apprenais à opérer. On est dans les années 60. Lui était le chercheur. Oui, 63 exactement. Ouais, voilà, 62, années 60, 63. donc vous imaginez. Et lui était mon mentor, un médecin qui avait comme élève un chirurgien, ça l'amusait beaucoup. Et donc j'ai eu cette chance d'avoir en clinique un chirurgien, M. Hepp, et en recherche un médecin, Jean-Pierre Benamou. Lui, vous voyez, je l'appelle Jean-Pierre Benamou, je l'appelle pas M. Non, mais c'est pour ça que je vous dis... Jean-Pierre Benamou, il était... M. Hepp était déjà un personnage, hein. C'était un grand chirurgien. Il était chirurgien de l'hôpital américain, chirurgien-chef. Donc c'était un personnage. Voilà. Oui, parce qu'il avait divisé son activité. Le matin, c'était l'hôpital. L'après-midi, c'était l'hôpital américain. Voilà. Et c'est comme ça que vous racontez dans votre livre que vous allez opérer M. Ruiz. Oui. M. Ruiz, Diego Ruiz, de son vrai nom de famille, qui en réalité était Pablo Picasso. Ça, c'est une aventure incroyable. Ah oui. Mais oui, ça c'est une aventure... Avant Internet, hein. Je dis ça parce que ça a fuité. En fait, ils avaient organisé cet événement. Ça a fuité et on ne sait pas comment ça a fuité, puisque Picasso a demandé que l'opération soit tenue secrète. Et donc, il y a eu tout un arrangement pour il entre à l'hôpital américain sous un faux nom, qui était en fait son vrai nom. Son deuxième nom, il s'appelait Pablo Diego, donc il a pris son deuxième nom. Ruiz, c'était le nom de son père. Picasso, le nom de sa mère. Donc, légalement, c'est le nom du père. Donc, il s'est inscrit. On a dit que c'était un avocat espagnol, réfugié politique. Si on demandait quelque chose sur lui, il fallait surtout pas le dire, parce qu'il était un peu caché. Le gouvernement autoritaire en place en Espagne a été opéré un peu secrètement. Le soir, il fallait attendre la nuit pour qu'il déambule dans le couloir. Et donc, il est resté comme ça à l'hôpital américain jusqu'au jour où, chose extraordinaire, le directeur de l'hôpital américain reçoit un appel de l'ambassade des États-Unis disant « Nous avons une information de l'ambassade de Londres que vous avez Pablo Picasso dans vos lits. » Il a dit « C'est pas possible, je serai au courant. » Non. Il téléphone quand même à l'administration. On dit non, il n'y a absolument pas ce nom-là dans nos listes d'admission. Et il dit non. Et là, c'est Washington qui l'appelle, le département d'État, qui l'appelle en disant nous avons des informations pour dire qu'il a été opéré, qu'il est chez vous et que même le chirurgien s'appelle Jacques Hepp. Alors là, c'était plus précis. Le directeur de l'hôpital américain appelle donc M. Hepp en disant « Venez me voir tout de suite ». M. Hepp va le voir. Il était chirurgien-chef de l'hôpital américain, donc il devait le voir.
et lui dit, est-ce que c'est vrai, dites-le moi, vous avez opéré Pablo Picasso. Et M. Epp dit oui. Il dit, mais vous m'avez caché. Il dit, pas du tout. Il s'est inscrit sous son nom. Je n'ai pas à dire plus. Et donc, alors, à ce moment-là, il a donc répondu que c'était vrai. Alors, je ne sais pas comment ça a fuité. La presse a été au courant. Dans la soirée, il y avait des journalistes qui rôdaient autour de l'hôpital américain. Et donc, il a été décidé, vers minuit, 1h du matin, de faire partir en douce Pablo Picasso, qui est allé dormir dans l'appartement de son chirurgien, avant de rentrer à Mougins, où il habitait. Bien, Pablo Picasso qui vous a signé un chèque. Il vaut des sous, ce chèque, aujourd'hui, parce que la signature de Picasso, si c'est un chèque authentifié et certifié, ça vaut des sous. Oui, mais vous avez fait quoi de ce chèque? C'était un chèque, j'avais fait une aide, c'était l'équivalent de peut-être 50 ou 100 euros. Bon, c'était un chèque vous l'avez encaissé? Petit. Oui, j'ai eu la bêtise d'encaisser, j'aurais dû le garder, le garder, l'encadrer, peut-être le mettre en valeur, mais bon, voilà. Vous n'aviez pas la conscience? Picasso m'a dit quelque chose. Quand je suis allé le voir 2 fois dans sa chambre, j'ai dit que j'étais donc l'aide de M. Epp, je n'étais que chef de clinique à l'époque, j'étais l'aide de M. Epp, et il m'a dit, alors c'est vous qui avez participé à cette incision, il m'a montré sur son ventre, j'ai dit oui, on a fait en sorte qu'il soit très petit. Et il a dit, il s'est mis à rire, il m'a dit, moi, ça ne me gêne pas de déplacer les nez, de déformer les têtes, et en riant, il m'a dit, je suis plus grand chirurgien que vous. Henri Bismuth est avec nous. Merci de nous faire cet honneur. Vous êtes là pour parler de Chirurgien du foie, une vie d'aventure et de passion. Premier livre des éditions Caradine. Alors on parlait tout à l'heure de Monsieur Epp, un de vos mentors. Mais il y en a un autre, il n'a pas le statut de mentor, mais c'est un maître comme Jacques Lataste. Vous pouvez googler aussi, c'est des grands chirurgiens de leur temps, qui étaient à la fois chirurgiens et champion olympique d'escrime, qui vous a appris la précision du geste, mais vous n'avez pas gardé cette méthode-là, par exemple. Non, j'ai gardé. Mais Jacques Lataste, vous savez, j'étais interne en première année. En première année de chirurgie, vous savez, on ne sait rien. Vraiment, on ne sait rien. Donc, on admire tout. Et lui, ce chirurgien, savait à l'avance quels instruments il allait utiliser. Très peu. Très peu. Alors, il mettait sur cette petite table pas plus de 10 instruments qu'il utilisait lui-même. Et donc, le geste était précis, les instruments... Et donc, moi, il m'a appris donc, cette sorte d'économie de moyens, de faire un geste parfait. C'est ce que j'appelais le solfège. Vous voyez, le solfège, on commence par apprendre le solfège. Ensuite, on va apprendre la musique. On va associer les notes pour faire la musique. Alors, en avançant, on apprend l'opération. L'acte opératoire, comment utiliser les instruments. Ensuite, la musique, c'est l'opération. Et puis, un jour, alors, vous devenez chef d'orchestre. Vous avez les assistants autour de vous et vous menez l'opération. Et puis, en plus, à la fin, compositeur, vous créez de nouvelles opérations. Voilà comment, musicalement, je décris le travail de métier de chirurgien. De chirurgien, de mon côté, c'est-à-dire chirurgien, chercheur, enseignant, qui est ce qu'on appelle le rôle d'un universitaire, car j'ai toujours été universitaire et ayant toujours travaillé dans un hôpital public. En octobre 63, vous commencez votre clinica à l'hôpital Saint-Antoine dans le service du professeur Jean Gosset avec un secteur digestif dirigé par le docteur Marc Yvet, un chirurgien d'une habileté étonnante, écrivez-vous. C'est à Saint-Antoine que vous découvrez la transplantation hépatique. Alors 63 pour vous, c'est l'année où l'homme a marché sur la Lune, c'est-à-dire 6 ans avant. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 63? Ce qui s'est passé, c'est que un Américain publie en décembre 1963, publie un article dans lequel il dit j'ai fait une transplantation hépatique. 1963. Transplantation. Alors, transplantation, c'est-à-dire il a enlevé le foie, il a mis un autre. Je veux dire, à l'époque, la chirurgie du foie n'existait presque pas. Je me souviens que quelques années auparavant, quand j'étais jeune interne, première opération, l'abdomen, le chirurgien que j'ai aidé me dit, tu vois cet organe, sans forme, plein de sang, n'y touche pas. C'est le foie. Et
je suis devenu, à la longue, amoureux d'un organe non chirurgical. Comme chirurgien, je me suis attaché à un organe non chirurgical. Et petit à petit, j'ai appris à le connaître. Ensuite, à le couper de façon différente. Et ensuite, à le transplanter. Donc, vous voyez, ça ne s'est pas fait en un an. Hein. Ça s'est fait en 20 ans, ça. Mais, vous voyez l'évolution. J'étais pas seul, il y avait d'autres... C'était tout le monde. Mais j'étais peut-être un des premiers. Je le dis parce que j'ai appris l'anatomie du foie. On commence par l'anatomie. L'anatomie, c'est très important. C'est que, vous savez, un organe, c'est comme une ville dans laquelle vous entrez. Voilà. Une ville dans laquelle vous entrez, il y a des rues, des boulevards, il faut avoir une carte. Cette carte, c'est l'anatomie. L'anatomie de la ville, c'est ça. Eh bien, il y a eu un chirurgien français qui était surtout un anatomiste, dont je parle dans le livre, s'appelle Cuineau, et a décrit l'anatomie du foie de façon très détaillée. Donc la carte du foie avec les boulevards, les rues, etc. Et c'était donc les voies de pénétration de cette ville. Mais à l'époque, malheureusement, on n'avait pas la possibilité de connaître le foie par des examens. Il n'y avait pas d'examen pour connaître le foie. Je vais vous raconter, par le tube digestif, il y a eu l'endoscopie. Bon, l'endoscopie, mettre un tube, etc. Donc, on connaissait le tube digestif, la coloscopie, l'endoscopie. Mais à l'époque, alors que ceci existait pour le tube digestif, pour le foie, il n'y avait rien. Il a fallu attendre les années 80 pour qu'il y ait l'échographie. L'échographie a été le premier examen du foie qui a permis de trouver les petites tumeurs. Donc, la chirurgie de Cuineau, ça n'existait pas. On enlevait des grosses parties du foie parce qu'on ne trouvait que des grosses maladies du foie. Après, dans les années 80, on a trouvé les petites tumeurs et là, on a pu faire les petites opérations. C'est là que j'ai pris l'anatomie de Cuineau et que j'ai adapté au foie sur le plan pratique, le plan chirurgical, et j'ai commencé à dire, en suivant cette anatomie, on peut enlever des petits morceaux, des petits quartiers. On n'a pas besoin d'avoir le foie entier. Un quartier, on va enlever une petite rue, un immeuble même, tout petit, parce qu'on connaissait comment le faire à ce moment-là. Donc, c'est ça que j'ai fait en 82. J'ai ouvert la chirurgie moderne du foie, qu'on appelle segmentaire, parce que Cuineau avait décrit des segments, donc la chirurgie segmentaire du foie qui permettait d'enlever de façon anatomique très précise. Important de dire anatomique précise, parce qu'on suivait les lignes de division normale, donc on évitait le sang, les hémorragies. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était le risque quand on opérait cet organe, sans connaître exactement comment y entrer. Alors là, on est en 82, mais moi je suis toujours en 63, donc la première transplantation avec ce monsieur que vous allez rencontrer plus tard, oui. Qui s'appelle Stars. Votre patron de l'époque vous dit « Ok, ça existe, bingo, on va le faire. Oui. » Et vous vous préparez pour faire la première transplantation française et vous vous faites griller. C'était Marc Yvet, qui était un chirurgien extraordinaire, un opérateur, comme je dis, un technicien. Il connaissait très bien comment jouer manuellement de ses mains. Et quand il a appris la transplantation hépatique de Thomas Starl en 63, il a dit « Henri, on y va ». Alors je dis « On y va », mais il dit « Tu t'occupes du donneur ». Alors à l'époque, je vais vous dire, le donneur, il n'y avait pas la définition moderne du coma dépassé, de la mort cérébrale, etc. Ouais. L'opération du donneur, c'était un malade dont le cœur s'arrêtait. Alors on savait, la famille avait donné son accord, on savait qu'il allait être donneur de foie. Mais il n'était pas mort. On savait qu'il allait mourir. Alors, pour gagner du temps, l'équipe chirurgicale, habillée, était dans la chambre du malade. Il y avait un appareil pour perfuser le foie, parce qu'il fallait tout de suite perfuser, non pas le foie, le corps. Et il y avait l'électrocardiogramme. On attendait que le cœur s'arrête. On attendait 4 minutes que le cœur s'arrête. À ce moment-là, on disait qu'il était mort. Et donc, les chirurgiens pouvaient inciser et mettre en route la machine pour vite refroidir le foie. Tout ça se faisait, c'était dantesque. Ouais, mais cette transplantation, vous n'allez pas la faire. Vous vous préparez à la faire. On se préparait à la faire lorsque, dans le même hôpital, un autre chirurgien qui avait entendu parler de ce qu'on a fait, a décidé de la faire rapidement lui-même. Et ça n'a pas été très brillant. Le professeur Jean Demirlot. Tout à fait. Qui a fait la deuxième transplantation hépatique au monde, mais comme ça s'est passé de façon, disons, pas très orthodoxe, ça a été caché
dans l'histoire, de telle sorte que cette transplantation n'est pas connue. Il faut dire que le patient est mort. Mais historiquement, c'est lui qui fait la deuxième transplantation. Exact. Il a appelé tentative, il a rapporté à l'Académie de chirurgie, j'étais à la séance, c'était dramatique parce que tout le monde s'était levé contre lui, et c'est là où j'ai dit quelle chance j'ai eu, parce que sans doute qu'il y aurait eu la même issue, peut-être dans des meilleures conditions, mais la même issue, et j'aurais eu tel opprobre que j'aurais dû peut-être quitter mon métier de chirurgien. Alors, voilà. Donc ça m'a peut-être évité, car on s'est arrêté immédiatement. Nos essais dans le même hôpital se sont arrêtés tout de suite après cette tentative de transplantation qui a eu lieu dans notre service. Là, on est début 64 et il va falloir attendre 1974, c'est-à-dire une décennie, pour que vous remettiez à la transplantation du foie. Mais ça, dans des meilleures conditions, après 2 ans d'expérimentation animale. J'avais envoyé un de mes assistants au Canada qui avait fait une transplantation, mais il avait fait un travail expérimental. Et donc, sans être allé moi-même voir les transplantations aux États-Unis, c'est le seul endroit où ça se faisait, j'ai commencé à faire la transplantation en 1974, le premier cas de transplantation en France, voilà, en 1974. Et bon, ça n'a pas été, le mal était très grave, ça n'a pas été un succès, mais on a appris beaucoup de choses et on a continué. Le deuxième a survécu 2 ans et petit à petit, pas beaucoup, on en faisait 1 à 2 par an, jusqu'à 84 où là est apparu le nouvel immunosuppresseur, et là, à ce moment-là, la transplantation hépatique est devenue une technique reconnue, donc un traitement reconnu des maladies du foie. Alors l'immunodépresseur, vous expliquez dans votre livre comment vous êtes devenu un centre de test de cet immunodépresseur. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup, s'est mis à faire beaucoup de transplantations. Il n'y avait pas beaucoup de centres en France qui faisaient des transplantations. Ça s'est développé par la suite. Donc à l'époque, on avait beaucoup d'offres de greffons hépatiques, et donc on faisait beaucoup de transplantations. Et alors c'est le deuxième immunosuppresseur. Le premier, c'était la cyclosporine, qui était le premier immunosuppresseur. Ça, c'est en 1984. Le deuxième suppresseur, c'était 10 ans plus tard. C'était un immunosuppresseur japonais qui s'appelait le tacrolimus. Et il se trouve qu'on a été l'équipe en France qui a expérimenté ce médicament. Voilà, avec tout un groupe européen. Et on a été les premiers, tout le groupe européen ensemble, nous avons été le premier, en 1994, à montrer qu'il était meilleur que le premier, sur certains aspects. Et donc ça a lancé ce deuxième immunosuppresseur. Qu'est-ce que vous avez apporté à votre spécialité, finalement ? Vous vous posez la question. Vous apportez quoi, à titre personnel ? Écoutez, c'est pas la spécialité. Écoutez, ma fierté, j'ose dire, c'est d'avoir formé des chirurgiens. Voilà, d'avoir formé des jeunes chirurgiens qui sont venus de beaucoup de pays, du monde entier, pour se former à une discipline. C'est pas seulement la transplantation, c'est la chirurgie du foie. Chirurgie du foie avec la transplantation de C'est-à-dire que quand vous avez démarré cette spécialité, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, non. Les pathos-biliaires, ça n'existait pas. C'était. Il y avait la chirurgie digestive, et je me suis spécialisé dans le foie. Mes collègues se sont un peu moqués de moi en me disant tu vas presque avoir peu de mal à opérer parce que c'est une spécialité inconnue. Donc petit à petit, en se développant, on faisait de plus en plus de chirurgie du foie et de transplantation hépatique après et en 84, quand j'ai commencé, j'ai dit bon, le service va s'appeler service chirurgie digestive et hépatobiliaire, et puis 10 ans plus tard, c'est devenu département de chirurgie hépatobiliaire. C'est le centre hépatobiliaire que j'ai contribué à former. À Villejuif. À Villejuif, toujours à Villejuif. Voilà, juste à côté de la maison de la Tunisie, où vous étiez hébergé. C'est pas très loin, en fait. Très loin. Vous êtes resté dans le quartier, Pas très loin. C'est pas très loin, on peut y aller à pied. C'est vrai. Oui, on peut y aller à pied. C'est une histoire passionnante. On sait rien sur le foie, d'ailleurs. On ne sait pas tout sur le foie. Ah, vous savez, je vais vous dire, le foie, c'est vrai qu'on ne sait pas tout sur le foie. Vous savez, le foie,
vous savez, il y a différents organes qui nous dirigent, si j'ose dire, à l'intérieur de nous. Le cœur, les reins, le poumon, le foie, le cerveau, voilà, tous ces organes. Eh bien, le foie a une place spéciale, c'est que le foie va transformer, il est assorti du tube digestif, il reçoit le sang du tube digestif, et ce que nous mangeons passe par le foie. Et donc, prenons le cas de la viande, transformée en protéines animales. L'intestin le dégrade en protéines animales. Mais pour nous, ces protéines animales, pour rentrer dans notre organisme, doivent être transformées. C'est le foie qui va transformer tout ce qu'on reçoit pour le transformer en produits assimilables et nécessaires à nos propres cellules. Voilà. Donc, c'est le laboratoire. Tout passe par lui. Même les médicaments. Quand on prend un médicament, c'est ce qui agit, ce sont les métabolites des médicaments transformés par le foie. Donc, le foie contrôle tout. Donc, c'est cette énorme usine. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas la remplacer. C'est le laboratoire. C'est le laboratoire. Alors que le rein, j'ai dit, c'est un filtre à eau. Le poumon, c'est un filtre à air. Ouais. Quant au cœur, c'est un muscle, c'est une pompe, c'est tout. C'est une pompe qui permet de pulser le sang, qui amène l'oxygène pris par les poumons aux cellules. Voilà. Donc le cœur, c'est un muscle. C'est la raison pour laquelle je dis, il y a deux organes nobles. Il y a le cerveau et le foie. Voilà. Alors le cerveau, c'est le directeur. C'est le père. C'est le père. C'est ce que vous dites. C'est l'homme, c'est le père. L'homme, c'est le père. Et le foie, c'est la mère. Le foie, c'est la mère. Le foie, c'est un peu avec tous ces enfants, dirige l'intérieur de la maison. Ouais. Le père est à l'extérieur. Le père, il chasse, il va chercher les aliments, il défend. Ça, c'est le rôle du père. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, regardez, le cerveau, il est branché sur les organes des sens. Voir, l'œil, le goût, les oreilles. Il va tout voir, diriger la marche et aller quoi ? Pourquoi il dirige la marche ? Pour aller chercher les aliments, ou les bêtes, ou les fruits. Il va les chasser. Il va les ramener à la maison. En même temps, il protège la maison et il cherche la femelle. L'homme, il cherche la femelle. Professeur Bismuth, vous savez quoi ? C'est la production. Si je vous arrête pas, on va être coupé. On va être coupé par la pub. D'ailleurs, il faut que vous fassiez de la pub pour votre livre. Je fais de la pub. Oui. Ah non, là, vous n'êtes pas beaucoup de pub à la radio, il faut dire ce livre magnifique. Oui, alors voilà, c'est un livre, ce livre, Chirurgien du foie, mais en fait, c'est le métier de chirurgien, un chirurgien, les jeunes étudiants en médecine, les jeunes étudiants, j'aimerais qu'ils lisent mon livre pour savoir ce que c'est exactement que le métier de chirurgien. Voilà. Et c'est difficile, mais il y a des contreparties. Cette contrepartie est magnifique. Bien. Pour seulement 19,90 €. On rentre partout. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très honoré de vous avoir eu aujourd'hui, professeur. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.